Pour ce qui est de la musique, oui, vous bénéficieriez aussi de droits d'auteur, les mêmes. Après, tout dépend des modalités de la contribution. C'est-à-dire, si à plusieurs, on discute d'un projet de jeu vidéo et que la musique est calculée, elle est créée en fonction du rythme du jeu, etc., ça pourrait être une œuvre de collaboration. Donc il y a plusieurs co-auteurs et les pourcentages auxquels vous auriez le droit par rapport à une gestion proposée au BUBEDRA ou bien dans un contrat, le pourcentage qui reviendrait à celui qui a créé les personnages, celui qui a créé l'animation, celui qui a créé la musique, elle est faite par les co-auteurs, entre eux. Simplement, dans la loi béninoise comme dans d'autres lois, pour ce qui est de la musique, on est un peu mieux protégé en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas une cession automatique au producteur de l'œuvre. Donc la musique dans un jeu vidéo, le jeu vidéo est souvent assimilé à une œuvre audiovisuelle, surtout dans les pays africains. Mais la musique ne serait pas concernée par une cession automatique au producteur. Voilà. Par contre, s'il n'y a pas tout le monde qui s'assoit autour d'une table qui décide de la création, on pourrait considérer que c'est une œuvre collective. Il y a plusieurs types d'œuvres. Une œuvre collective, il y a une personne qui est souvent un producteur, un éditeur, qui donne l'initiative, qui dit voilà, on va créer tel projet. Et chacun apporte sa contribution. Et dans ce cas-là, les droits sont directement accordés dans la loi béninoise à celui qui prend l'initiative, qui a la responsabilité, une fois que chaque contribution est fusionnée à l'intérieur d'une œuvre. Et dans ce cas-là, vous n'auriez pas d'autre droit que votre propre droit moral sur la contribution. Ensuite, on a évoqué l'affaire Poussin. C'est une affaire qui ne concerne pas le droit d'auteur. L'affaire Poussin, c'est une affaire sur l'authenticité d'une œuvre d'art qui est une erreur qui pourrait conduire à l'annulation d'une vente. Mais, donc c'est vraiment pas une problématique propre au droit d'auteur. Mais vous me permettez de faire un lien, c'est que le droit de suite a été pensé à un moment donné en lien avec l'authentification des œuvres. C'est-à-dire pour éviter qu'ensuite on ait un auteur à qui on aurait attribué malheureusement une œuvre qui n'est pas de lui, touche une rémunération qui ne lui revient pas. À un moment donné, on a pensé à mettre en place un système à la fois d'authentification et seulement le droit de suite pour les œuvres authentifiées. Ça a été proposé dans certains pays. Ça n'a jamais été une solution retenue au final, mais historiquement, c'est des questions qui sont liées. La dernière ou l'avant-dernière question qui m'a été posée concerne les biens culturels en réalité. On parlait d'objets du patrimoine qui n'étaient plus forcément sur le territoire, qui ont été abusivement retirés à l'accès du public, par exemple béninois. Mais là encore, même si c'est un intérêt qui touche, même si c'est une problématique qui touche les auteurs, les artistes, de manière générale, la problématique n'est pas une problématique de droit d'auteur, parce que sont en cause des supports matériels. Et je crois qu'on a essayé de vous montrer qu'à part pour le droit de suite, à part pour ce droit-là, qui est très spécial, le droit d'auteur ne porte que sur l'œuvre. Vous pouvez avoir 10 000 exemplaires d'un roman, il n'y a qu'une œuvre, il y a 10 000 supports. Évidemment, c'est plus complexe à comprendre ou à saisir ou à se dire, oui, quand un objet est en lui-même unique, on a tendance à confondre, ou en tout cas à considérer que c'est un peu la même chose, l'œuvre et le support. Mais du coup, tout ce qui est réglementation sur la circulation des œuvres d'art ou des objets d'art, ou bien les spoliations qui ont été faites, relève d'une législation qui est sur les biens culturels et pas du tout en matière de droit d'auteur. Par contre, le seul droit d'auteur qui pourrait être en cause là, c'est que vous évoquiez le fait qu'on va payer dans ces pays-là pour aller voir ces objets et que finalement les auteurs ou leurs héritiers ne touchent rien. Le seul droit d'auteur qui pourrait être en cause, c'est pas le droit d'exposition, il n'y a pas de vente. C'est pas le droit de suite, il n'y a pas de vente, mais c'est le droit d'exposition. Dans la loi béninoise, il n'y a pas le terme exposition. Le terme n'existe pas dans toutes les législations, il n'existe pas non plus en France.
Quand on parle de droit de communication au public, c'est par n'importe quel moyen. Exposer une œuvre, c'est la communiquer au public. Mais ce droit-là n'est pas respecté dans pratiquement aucun pays. En France, il a une existence aujourd'hui effective, mais c'est depuis 2002 qu'il y a eu des décisions de justice pour imposer ça. Juste une dernière chose, parce que quelqu'un a évoqué le fait que pourquoi on ne ferait pas payer aux églises le fait qu'il y ait des représentations et des utilisations d'œuvres. Juste un apport par rapport à ce qui existe dans beaucoup de pays de l'Union européenne, qui existe aussi aux États-Unis. C'est que c'est une exception au droit qui est prévue par les textes. Dans beaucoup d'États, pas en France. En France, cette exception n'existe pas, mais dans beaucoup d'États, et aux États-Unis, ça s'appelle le fair use, c'est une exception générale. On considère que les œuvres qui sont utilisées dans les hôpitaux, dans les prisons ou lors de cérémonies religieuses peuvent être utilisées sans autorisation ou sans qu'une rémunération soit versée aux auteurs. C'est des choix après, c'est des choix politiques aussi, savoir quelles sont les exceptions, mais c'est une exception possible. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, merci. Monsieur Ménari. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai 2 points à développer. Donc, d'abord, la question de l'aide aux jeunes artistes. En fait, quand on dit jeunes artistes, ce n'est pas nécessairement en relation avec l'âge, mais c'est plutôt pour une première production. C'est-à-dire que la personne concernée n'a jamais rien produit sur le marché ou commercialisé aucune œuvre. Donc, ce sera la première tentative de production d'une œuvre. Donc, j'avais donné l'exemple de la maquette et de l'album, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un ballet de danse, ça peut être un court-métrage, carrément une œuvre audiovisuelle. Donc, maintenant, ce qui est plus simple et ce qui nous revient le plus souvent au niveau de l'ONDAS, c'est justement les productions de premier album. Mais par rapport à ça, il faut savoir qu'il y a une commission quand même artistique qui est totalement indépendante de l'ONDA, qui est élue par le conseil d'administration. En fait, c'est des artistes de renommée algériens qui sont désignés et qui, eux, jugent de la qualité du projet. Donc, pour peu qu'il y ait un effort artistique qui ait une potentialité, nous considérons que c'est un investissement aussi pour l'ONDA, puisque le fait est de financer l'enregistrement d'un album qui demain pourrait éventuellement être un succès, qui pourrait marcher, qui pourrait donc générer des reproductions mécaniques, des spectacles et tout, ça sera aussi une rentrée d'argent en droit pour l'ONDA. Donc c'est de cette façon que nous avons raisonné cette démarche. Par rapport à la répartition des droits, en matière de copie privée, en fait, ça se passe en deux étapes. Donc, les chiffres que vous avez vus hier, donc vous avez vu une répartition, c'est-à-dire que sur un montant perçu, vous avez 30% qui vont en droit d'auteur, pour les auteurs plutôt, 20% qui vont pour les artistes-interprètes, 20% pour les producteurs et 30% en matière de promotion de l'activité culturelle et tout ce qui est en relation avec la protection du patrimoine. Donc ça, c'est la première répartition en fait. Vous avez par exemple un montant qui est perçu sur l'année 2015 qui est de 10 millions d'euros. Donc d'abord, on va déduire les frais de gestion de l'ONDA, qui en général varient entre 11 et 15% suivant les années. Et ensuite, le montant qui reste, on va déterminer les montants de chaque rubrique. Donc vous allez avoir par exemple 30% pour les auteurs, ça sera l'équivalent de 2 600 et quelques mille euros. Donc c'est un montant qui va se greffer sur ce qui va être réparti en droits généraux pour les auteurs. C'est-à-dire que sur les autres sources de perception, que ce soit les droits généraux, sonorisation, reproduction, droit de reproduction mécanique, médias, donc tout ça. Donc chaque auteur va avoir ses clés de répartition, va avoir un montant qui doit être réparti sur les droits généraux, sur la reproduction mécanique, ainsi de suite. Donc les 30% en question, les 2 600 000, vont servir de bonification pour tous les auteurs. C'est-à-dire que si on a un auteur en matière de reproduction mécanique, médias, et ainsi de suite, qui a une perception qui est de 1 000 euros. Et en parallèle, le montant de toutes les perceptions est quasiment identique à celui de la copie privée. Il va en fait toucher le double grâce à la copie privée. Ça va le bonifier à 100%.
Un autre auteur qui a un décompte de 10 000 euros, il va toucher le double, ainsi de suite. Celui qui a 100 euros, il aura 200 euros. Donc ça va être une bonification. Même chose pour les droits voisins, c'est-à-dire que pour un artiste-interprète, si le montant des 20% est équivalent au montant qui doit être réparti en droits voisins, donc ça va servir au bonifié. Si c'est 50%, on va rajouter 50% de cette répartition initiale. Si au contraire c'est 200%, on va multiplier par 3 la répartition initiale. Donc c'est comme ça que ça se passe en Algérie par rapport aux répartitions des droits issus de la copie privée. Voilà, je pense que c'est les deux questions que j'avais eues. C'est ça? Merci. Merci, monsieur. DG Bubedra. Je vais parler de la formation, puisque beaucoup de gens sont intervenus sur la formation. En ce qui concerne la protection, j'ai commencé par dire depuis avant-hier que la loi sur le droit d'auteur au Bénin, qui est fortement inspirée de l'adhésion de notre pays à la Convention de Berne, accorde une protection automatique. Et les dispositions légales au Bénin, comme dans tous les pays dont les législations sont inspirées de la Convention de Berne, disent que l'œuvre est protégée du seul fait de sa création. Donc une protection automatique. Mais cette protection automatique ne vous permet pas de bénéficier de droits d'auteur si vos œuvres sont utilisées par des usagers. Donc, pour pouvoir en bénéficier de manière concrète, il faut que vous puissiez adhérer à un organisme de gestion collective de droits d'auteur. Et si vous adhérez à un organisme de gestion collective de droits d'auteur, il faut que vous puissiez déclarer vos œuvres. Déclarer les œuvres conformément aux mécanismes qui sont mis en place et déclarer donc tous les ayants droit sur les œuvres. Et vous respectez les principes qui sont en vigueur. Sinon, vous n'allez pas pouvoir déclarer. Donc, il faut la déclaration des œuvres. Et cela est fondamental. Il ne suffit pas seulement de créer des œuvres et s'attendre à bénéficier de manière automatique à des droits. Il faut les déclarer, il faut respecter. Et je dis, pour la déclaration des œuvres et pour même l'adhésion, nous comptons réactiver un certain nombre de mécanismes qui sont un peu endormis actuellement. Monsieur Menaoui a parlé d'un collège de juges. Ici, nous parlons de commission technique d'identification. Parce que le répertoire peut grossir de manière exagérée sans que toutes les œuvres qui sont comprises dans ce répertoire-là soient des œuvres productrices. Il peut se trouver qu'il y a une quantité importante d'œuvres mortes. Quand je dis œuvres mortes, c'est-à-dire que c'est des œuvres qui ne viennent pas en répartition, c'est des œuvres qui ne sont pas exploitées, c'est des œuvres qui ne génèrent aucune redevance. Et donc, il faut que nous puissions faire attention à ces œuvres et il faut qu'on puisse savoir effectivement que ces œuvres-là appartiennent aux auteurs qui les ont déclarées pour que des droits revenant à certains ayants droit n'aillent pas à d'autres personnes. Donc, cela, nous devons faire attention et moi, j'invite les auteurs à se déclarer, à déclarer leurs œuvres. Et la déclaration au bureau béninois du droit d'auteur ne coûte pratiquement rien. Il suffit seulement de venir et de faire les formalités, de remplir les papiers qui existent pour que la déclaration puisse être acceptée. Mais je dis, dans les prochaines semaines, nous allons réactiver la commission technique d'identification pour que nous soyons véritablement sûrs que les œuvres qui sont déclarées au nom des auteurs appartiennent effectivement à ces auteurs. Beaucoup de gens se sont interrogés sur les textes, sur les réformes. Moi, quand je suis arrivé, j'ai regardé les textes et ce qu'on m'a présenté quand je prenais fonction m'a obligé à faire une option. L'option que j'ai faite, c'est d'amener beaucoup de redevances. C'est d'augmenter les chiffres de perception. Parce que dans tout ce qu'on dit là, on peut avoir les plus beaux tests, on peut avoir les plus beaux mécanismes. S'il n'y a pas d'argent, on ne pourra rien. Ce serait inutile. Donc, il faut augmenter la perception. Et je me suis attaché sérieusement à ça, même au détriment même des mécanismes de répartition auxquels je vais accorder beaucoup plus d'attention dans les jours à venir. Donc, on est en train de reprendre nos manières de percevoir
pour que les chiffres de perception d'ici à là puissent augmenter sérieusement. Parce que quand les artistes disent ce que j'ai reçu, ce qu'on me paye est insignifiant, c'est parce que aussi les chiffres de perception sont bas. Les chiffres de perception sont très bas, très bas. Je n'ai pas le courage de dire le montant des redevances qui existent aujourd'hui au BUBEDRA, mais nous nous attelons à ce que ce soit des chiffres honorables. Et donc, si les chiffres sont honorables, avec la politique que nous allons mettre en place pour les règlements de répartition, pour déterminer suffisamment bien les clés de répartition, je suis sûr que les artistes qui ont de belles œuvres, dont les œuvres sont exploitées, vont en tirer grand profit. Et donc, sur cette base-là, je lis les textes, je lis ce que le conseil d'administration a fait, je lis ce que les anciens directeurs généraux ont fait. Mais mon option est d'abord pour la perception. Je regarde les textes et je sais que beaucoup de textes ont été déjà affinés et transmis au ministère, mais qui me sont revenus. Et donc, je vais regarder. Mais il ne faut pas oublier que, comme on parle de réforme, le gouvernement actuel est en train d'encadrer beaucoup de choses. Par exemple, au niveau des conseils d'administration, le gouvernement veut ramener la taille des conseils d'administration à un niveau raisonnable. Donc, il faut en tenir compte aussi. Sinon, si on n'en tient pas compte, si ça va en conseil des ministres, ça va nous être retourné. Je dois dire également que l'une des préoccupations majeures qui occupent les gens au BUBEDRA, en dehors des perceptions, c'est qu'il faut que chaque année, on puisse faire le point de ce que nous avons fait pendant toute une année, c'est-à-dire les états financiers. Est-ce que nous sommes créditeurs? Est-ce que nos comptes sont créditeurs? Est-ce que nous sommes dans le rouge? Est-ce que ce que nous percevons suffit suffisamment à couvrir nos charges et à dégager au moins 65% pour payer les artistes? Depuis près de 5 ans, on n'a plus fait les états financiers au BUBEDRA pour des raisons diverses. Et j'ai été approché déjà plusieurs fois par le commissaire aux comptes qui me dit qu'il n'ira plus en conseil d'administration si les états financiers ne sont pas faits. Et la semaine dernière, il est venu me voir pour me dire que le gouvernement vient de prendre une décision à partir du 1er août, tous les directeurs généraux de toutes les sociétés, de tous les organismes, de tous les établissements dans lesquels le gouvernement, enfin l'État a un prix de participation, qui n'auraient pas présenté leur bilan au 31 juillet seront débarqués. Et donc, ça, et il dit, ça là aussi, ça n'interpelle pas seulement les directeurs généraux, ça interpelle aussi les commissaires aux comptes. Et que lui aussi, lui, en tant que vice-président de l'ordre des experts comptables, il est interpellé et il a interpellé tous ses collègues. Donc, de faire vite pour ne pas me mettre en situation délicate et de ne pas les mettre aussi en situation délicate. Donc, ça fait autant de difficultés que nous avons, mais on ne peut pas tout embrasser. Qui trop embrasse, mal étreint. Il faut faire des choix. La formation, je suis entièrement conscient du fait que il faut dire aux auteurs, aux artistes, leurs droits, mais en même temps leur dire leurs obligations. Et c'est là la formation. C'est là la formation. Je crois que nous allons nous atteler. J'ai dit, je ne l'ai pas dit suffisamment, nous allons organiser des ateliers de ce genre, enfin, pas des séminaires comme celui-ci, mais nous allons organiser désormais des ateliers thématiques ou bien des formations thématiques. Et nous allons les délocaliser. Nous allons les délocaliser pour aller à la rencontre de ceux qui sont à l'intérieur du pays et qui n'ont pas pu venir ici. Ce ne sera pas certainement les mêmes thèmes que nous allons développer, mais nous allons choisir des thèmes qui les intéressent, qui font l'objet de leurs préoccupations quotidiennes et permanentes. Et nous allons le faire par le biais d'une formule. Nous avions une initiative qu'on appelle Journée professionnelle des auteurs et compositeurs, JPAC. Et nous allons remettre ça en selle et nous allons mener cette activité-là par département. Et je crois que nous avons le soutien du ministère qui a inscrit même une ligne dans le budget général de l'État si les PTA sont admis pour que nous puissions bénéficier de ressources pour développer ces activités. Et donc, je suis sûr que progressivement, quand nous allons mettre en place ces activités, les auteurs, les artistes, les sociétés du BUBEDRA seront beaucoup plus informés de leurs droits
et de leurs devoirs, de leurs obligations, pour accompagner tout le mouvement qui se met progressivement en place, afin que leurs droits soient mieux gérés, afin qu'on perçoive beaucoup plus de redevances pour eux. L'association, j'ai entendu le président de l'association des coiffeurs qui est ici, nous les avons invités. Et j'ai rencontré une dame hier qui est aussi, je crois, la présidente des coiffeuses. Et je suis très content qu'il soit ici parce que c'est un domaine que nous sommes en train d'investir. Et il a demandé qu'est-ce qu'eux autres ils peuvent faire pour nous. Ce qu'ils peuvent faire pour nous, c'est qu'ils ont des postes radio dans leurs établissements. Ils ont des postes téléviseurs dans leurs établissements. Et ils utilisent ça, par ça, ils diffusent les œuvres de l'esprit quand leurs clients sont là, quand leurs clients attendent leur tour. Ils relaient au niveau des membres de son association que nous allons nous rapprocher d'eux. Nous allons nous rapprocher d'eux pour percevoir les redevances pour les artistes. Et donc, je voudrais finir, Monsieur le Président, par saluer le travail, tout le travail qui a été fait par le conseil d'administration, tout le travail qui a été fait par mes prédécesseurs qui n'ont pas croisé les bras et qui ont permis aujourd'hui de tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Je vous remercie. Merci, DG Bubedra. Nous laissons la parole à Madame. Merci, Monsieur le Président. Je vais également essayer de faire vite. Dire un mot à l'endroit de l'honorable député qui est ici avec nous, et cela depuis avant-hier. C'est seulement hier que je l'ai vu. Et nous avons eu un bref échange. Et je crois que c'est porteur d'avenir pour nous. Vous avez entendu ce qu'il a dit par rapport à notre loi. Moi, je connais les difficultés qui existent à faire adopter une loi à l'Assemblée nationale. Je connais les méandres, je connais ce qu'il faut faire, je connais tout ce qu'il faut subir. Mais de manière spontanée, depuis hier, le député m'a dit, nous pouvons vous accompagner. Moi, je suis ici pour vous accompagner. Il devait même être ici avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous voyez quelle importance l'Assemblée nationale accorde à ce que nous faisons ici aujourd'hui. Et je crois qu'en cela, je voudrais demander simplement à tout le monde d'applaudir sa présence. La question posée par... Pardon? Le sultan. Voilà, c'est ça. Elle est en relation avec cette question. Elle est aussi un peu en relation avec deux autres, celle sur les sonomobiles et celle sur les églises. Mais pour le dernier intervenant, je suis un peu étonnée parce que dans son langage, il y a beaucoup de contradictions. À la fois, il nous reproche de ne rien faire pour le spectacle vivant et il nous reproche également... Il reproche au Bubedra. Au Bubedra, mais je me considère que c'est la même chose. S'il était à Abidjan, il reprocherait cela au Burida, c'est la même chose, aux sociétés de gestion collective. De ne rien faire pour encourager les œuvres du spectacle vivant. Mais comment peut-on encourager la création ou l'interprétation vivante des œuvres si on ne prend pas de droit? Mais je ne sais pas. On paye un cachet, ça c'est l'affaire de celui qui engage. C'est un employeur de l'artiste, le temps que l'artiste se produit sur scène. Mais si la société qui doit autoriser la diffusion de l'œuvre, n'est-ce pas, ne fait rien, mais c'est là que vous allez lui reprocher de ne rien faire. Mais elle l'approche et elle va prendre les droits de diffusion, les droits de communication au public. Mais ça, c'est son droit. Et c'est en le faisant qu'elle protège l'œuvre, parce que l'artiste qui est sur scène n'est pas le seul ayant droit de l'œuvre. Il y a certains qui ne se produisent pas. Peut-être le créateur, ce n'est pas un interprète, il est assis chez lui, mais vous diffusez son œuvre. Donc il faut bien payer pour qu'on puisse lui payer son droit d'auteur. Le producteur, il n'est pas sur la scène. Il n'est pas sur la scène. Mais sûrement qu'il a dû engager certaines des choses pour que la chanson soit connue et que vous vouliez faire le spectacle avec cela. Et donc, le paiement par l'organisateur de spectacle de droit
de diffusion, c'est-à-dire pas de diffusion, les droits de représentation, comme on dit, de communication au public, n'est-ce pas? C'est une manière de protéger. Et chez nous, en tout cas au Burida, c'est un service spécial qui s'occupe de toutes ces prestations vivantes. Qu'elles aient lieu sans support enregistré ou avec support enregistré, c'est-à-dire vraiment vivantes. Je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui parce qu'évidemment, comme les supports enregistrés ne se vendent pas, aujourd'hui l'artiste gagne de l'argent par les cachets de ses prestations vivantes. Donc il y a beaucoup de prestations vivantes, des maquis se transforment en salle de spectacle pour des groupes qui font les prestations, mais ils nous payent. Et donc j'en viens à la question de monsieur le sultan qui dit que par rapport au Massa, lui il va en Côte d'Ivoire, personne ne vient lui demander, mais qui est l'organisateur du spectacle quand vous venez en Côte d'Ivoire? C'est pas vous, c'est le Massa. Donc nous, on a déjà encaissé avec le Massa, monsieur. Et donc, mais non, ça ne peut pas venir au Bénin parce que je n'ai pas de contrat de réciprocité avec le Bénin. Voilà. Donc ça, tu ne peux pas me reprocher. Mais lui, si vous faites le spectacle ici, il est bon que lui prenne l'argent ici auprès de vous parce que je pense que les spectacles que vous organisez ici au Bénin, c'est vous qui êtes le producteur de spectacles. Donc il ne faut pas, c'est pas parce que vous êtes à la fois artiste et producteur de spectacles que vous allez confondre les deux. Sinon, nous prenons l'argent pour le Massa. Et la vérité, c'est que le Massa, comme toutes les organisations internationales, ont beaucoup de difficultés pour boucler leur budget. Et donc, nous sommes encore en attente du paiement de la redevance que nous avons convenue l'année dernière pour le Massa. Et donc, si les gens n'ont pas encore vu leur montant, c'est parce que, pour ceux qui ont des contrats de réciprocité avec nous, c'est parce qu'on n'a pas encore été payé. Mais je veux dire que ça ne peut pas enlever l'argument de monsieur du Bubedra qui vous dit il n'y a pas que les œuvres de vos auteurs. Parce que vous ne connaissez pas tous les ayants droit, vous ne connaissez pas tous les contrats de réciprocité. Et il a raison de le dire. Vous ne connaissez pas les œuvres que vous allez diffuser, ne vous appartiennent pas à vous tout seul. C'est un bon argument, je le dis. Chez nous, les églises ne font pas partie des exceptions aux droits d'auteur. Donc, théoriquement, nous pouvons aller dans les églises. Mais, peut-être pour l'instant, c'est une question de sociologiquement et tout. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les œuvres religieuses sont des œuvres qui ont beaucoup de succès. Et elles sont diffusées principalement dans les églises, surtout dans les églises évangéliques. Le conseil d'administration, dont le président est producteur notamment d'œuvres religieuses surtout, a décidé de faire un petit lobbying auprès des églises. Et je pense que les chefs religieux ne voient pas d'un mauvais œil cette activité-là. Sinon, pour les funérailles, nous nous interdisons d'y aller, quoique la société des pompes funèbres, Ivosep, là où presque toutes les levées de corps ont lieu, il y a une diffusion de musique dans fond sonore, nous percevons là-bas. Et ça depuis 2003. Ah oui, c'est une diffusion. En fait, non, laissez-moi vous dire quelque chose. Normalement, on pourrait entrer en contradiction avec le cercle de famille. On peut dire que c'est un événement qui réunit que le cercle de famille. Mais la famille, ce n'est pas la famille du défunt qui est à Ivosep. C'est ça. Donc ça, ce n'est pas dans le cadre de famille que Ivosep diffuse non, en fonction de l'exception, pardon. C'est parce que Ivosep qui est le diffuseur, ce n'est pas sa famille qui est là. Ça, c'est un. Maintenant, dans les veillées funéraires, chez nous, on a une pratique, on fait des veillées funéraires 3 fois, 4 fois. C'est effectivement la famille qui fait diffuser. Mais le problème, c'est que ces veillées funéraires sont devenues des bals populaires. Et donc, des gens vont le vendredi, le samedi, pour aller chercher les filles et pour boire la boisson. Donc, autour, c'est des bals populaires. Donc, nous, soit on va avoir affaire à la famille, mais comme on craint les agressions, on met la pression sur les sonomobiles. Parce qu'en réalité, à l'époque, les sonomobiles constituaient un pan important de notre fichier clientèle. Il se trouve qu'aujourd'hui, elles sont un peu rares. Mais maintenant, on va les attendre dans ces lieux-là. C'est-à-dire ici, parce que la famille fait quoi? Fait appel à quelqu'un qui a une sonomobile. Une fois qu'elle sera là, nous, on va faire le tour pour voir si tu as payé tes redevances de l'année en même temps. Même on va aller dans les maisons
où il y a les condoléances, la sono mobile est là. Nous, on ne vient pas pour la famille, on vient pour le type qui gagne de l'argent à l'aide de nos œuvres. Ça, c'est son problème. Voilà. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire parce que, honnêtement, ces séances occasionnelles-là sont un truc. Sinon, je vous assure, il y a un artiste qui a créé une œuvre qu'on appelle Zoko. Je ne sais pas, vous avez dû déjà l'entendre. Il ne se passe aucune manifestation familiale. Baptême, mariage. Funérailles. Non, funérailles, est-ce qu'on entend Zoko? On joue Zoko funérailles. Donc, vraiment, cet artiste, si vraiment ces activités l'on percevait, il serait devenu multimilliardaire. Depuis des années, un peu comme la chanson de Gégé Viquet, Les Mariés. Hein, si on payait dans ces activités-là, c'est un artiste qui est riche, mais nous, on a décidé que... Puis le mariage, là, si vous faites ça dans la maison, c'est bon. Mais si vous allez dans les salles de mariage publiques, là, qui gagnent l'argent, nous, on va arriver là-bas en trouvant un moyen, n'est-ce pas, une argumentation juridique, jusqu'à ce qu'un jour on arrive devant le tribunal et que le juge nous donne tort, mais ça risque pas d'arriver maintenant. Voilà. Bon, on me demande le mandat du DG, c'est de quelle durée? Le décret est là, il n'y a pas de durée pour le mandat du DG. Pour la simple et bonne raison, sauf si le DG est révocable s'il a fait une faute. Parce que ce n'est pas un mandat électif, ce n'est pas politique. Dit comme ça, c'est ce qui nous tue, nous les Africains. D'abord, la propriété littéraire et artistique est très très compliquée, la gestion collective également. Vous ne trouvez pas beaucoup de spécialistes. Vous trouvez quelqu'un qui vient et au fil des années, quand il commence à comprendre, vous vous impatientez parce qu'il faut qu'il quitte la place pour que quelqu'un d'autre revienne. La solution, vous savez c'est quoi? C'est le fait qu'après quelques années de revenir, vous allez rechercher les anciens DG pour revenir. Voilà la solution. Quand vous allez dans des sociétés européennes, les dirigeants sont des vieilles personnes qui ont mis des années et des années pour comprendre le système. Et donc, si vous n'arrêtez pas de concevoir le poste de DG comme un poste politique, hein, ou juste électif pour 2 ans, 3 ans, mais vous ne serez jamais efficace. Jamais. Vous recommencez. Ils vont jusqu'à la retraite. Le DG de la SACEM est venu il y a peut-être 4 ans, 3 ans, en 2013 ou 2012. Mais avant lui, celui qui était là, c'était un diplomate. Moi, quand je suis arrivé à la gestion collective d'IALA, il est parti à la retraite là. Ceux que j'ai connus en 2002 jusqu'en 2006, avant que je ne parte, sont toujours aux affaires. D'ailleurs, même les administrateurs, il y a une partie des administrateurs qui est souvent là pour être un peu la mémoire et pour être bien formatés. Mais si chez vous, vous trépignez pour que ceux qui sont là, ils quittent, les autres viennent, ils quittent, mais on sera toujours dans un éternel recommencement. Voilà un peu ce qui se passe. Ceci dit, je n'ai pas l'intention de m'éterniser, de prendre ma retraite là, parce que je veux rejoindre ma fonction d'origine qui est magistrat et qui est hautement mieux rémunérée, peut-être que là où je suis. Bon, qu'est-ce qui a permis que je reste là à l'époque? C'est une question, bon, un peu pas très importante, mais en réalité... Il a demandé quand tu veux parler avec. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je sais, je comprends bien. En fait, j'ai fait je suis resté là parce que simplement, ils étaient dans un gouvernement... Non, tu étais déjà parti. Non, je n'étais pas parti. Avec la dame. Attends, arrête de m'envoyer, pardon. Laisse-moi expliquer. Quand j'ai fait le conflit avec le ministre Anne Messou, voilà. Mais c'est ça, c'est ce qu'il dit. Comment se fait-il qu'elle n'a pas pu m'enlever? C'est vrai parce qu'elle est partie par 2 fois essayer de m'enlever. Elle n'a pas pu simplement parce qu'ils étaient dans un gouvernement d'union nationale. Il se trouve qu'elle était PDCI. Et donc, comme on était déjà dans le conflit politique pour l'attaque de 2002, le FPI qui était au pouvoir considérait sûrement, n'avait pas bien pris le fait qu'il y avait d'autres ministres d'autres obédiences. Donc évidemment, quand un ministre d'une autre obédience apporte une affaire, hein, systématiquement ils se disent, si elle demande ça, c'est que ça doit l'arranger, donc on met un non. Alors, ce qui est un peu marrant, c'est que quand elle a échoué 2 fois, elle n'a plus essayé de m'enlever. Mais le problème, c'est que quand je suis rentré en conflit avec ma présidente du conseil qui était FPI, c'est maintenant le FPI que j'ai eu sur le dos et qui a fini par m'enlever en 2006. Bon, voilà un peu ça. C'était juste en passant. La spécialisation des juges, vous avez effectivement raison. Il n'y a pas de spécialisation des juges et c'est ça le vrai dommage parce qu'on ne peut pas avoir un système de protection
efficace tant que l'action judiciaire n'est pas bien ficelée par des juges qui s'y connaissent. Hein? L'OMPI a fait de temps en temps des séminaires aussi. Et moi-même, bon, c'est parce que j'ai trop d'activités. Sinon, je veux voir avec l'OAPI si chaque année, des juges peuvent avoir, n'est-ce pas, un certain nombre de bourses pour aller se spécialiser, aller faire un peu ce Master 2 là. Le problème, c'est que les quelques rares juges qui sont allés faire ce Master 2, quand ils sont revenus, on les a affectés hein, à l'intérieur, dans des sections où on ne parle que de conflits entre éleveurs et agriculteurs, pas de propriété intellectuelle. C'est ça aussi notre façon de faire. Les 4 milliards d'arriérés, les artistes ont finalement accepté de l'abandonner. Hein, de l'abandonner et puis c'est bon pour nous. Mais comme je vous l'ai dit en aparté, eux-mêmes nous doivent. Donc ils avaient voulu lier les deux. Si nous on abandonne la dette que le Burida a vis-à-vis de nous, est-ce que le Burida abandonne également sa créance? Mais certains d'entre eux ont dit que ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas tout le monde qui a pris des dettes au Burida. Alors, si vous avez pris les prêts, vous devez les rembourser. Et donc c'est comme ça qu'on y a échappé. Je vous donne un petit secret, peut-être que quand on est en assemblée générale, moi j'ai ma technique pour faire passer les choses aussi difficiles. Si dès le départ, le matin, vous dites aux gens, abandonnez les 4 milliards, mais ils ne vont pas vouloir. Il faut les laisser jusqu'à ce qu'on puisse aller manger, boire du bon vin. Une fois que les votes sont pleins à 13h, laissez échapper, laissez fuiter le montant des perdièmes qu'on va donner avant de partir. C'est fini. Les bonhommes, ils disent, bon, faites vie, vous allez payer l'argent, on va quitter ici. J'ai mes petites techniques. À force de vivre avec eux, on se connaît. Donc, Madame Viera. Monsieur le Président. Bon, c'est vous permet de souffler un peu. Oui. Et il y a une petite motion fondamentale qui va passer, parce que ça vous concerne. Et je laisse passer la motion. D'accord. Je vous remercie. Il y a le principe de réciprocité qui est mis en mal. Ah. Je voudrais savoir, si la Côte d'Ivoire reçoit du Bénin des sommes à dispatcher sur ces artistes, parce que j'ai l'impression que le contrat qui devrait peut-être lier le Bénin à la Côte d'Ivoire n'est pas synalagmatique. Hein? Non, n'est pas réciproque. Oui, voilà, n'est pas réciproque. Est-ce que, madame, artiste du cinéma en général? Oui, allez-y. Je voudrais juste vous demander si le Bénin ne vous a jamais envoyé un centime, pendant que vous aussi, vous n'avez jamais envoyé de l'argent aux artistes nationaux béninois. Donc, juste ça, s'il vous plaît. Merci. Je l'ai déjà dit hier. J'ai dit que le BURBEDRA et le Bureau ivoirien du droit d'auteur n'ont pas un contrat de réciprocité. Qu'il soit synalagmatique ou pas, on n'a pas de contrat de réciprocité. Mais nous avons un contrat triangulaire, c'est-à-dire que le Burida est représenté par la SACEM au niveau du territoire béninois. Et comme la SACEM ne gère que les œuvres musicales, évidemment, les œuvres dramatiques ne font pas partie de ça. Et le BURBEDRA également est représenté en Côte d'Ivoire par la SACEM. Et donc, quand nous avons des œuvres béninoises qui passent sur les antennes ou bien qui sont diffusées, on envoie l'argent. Si c'est musique, on envoie l'argent à la SACEM qui se chargera de les reverser au BURBEDRA sans pour autant dire l'origine des fonds, en disant perçus sur des territoires étrangers. C'est ce qui est là. Mais nous allons très rapidement régler cela. Voilà. Perception, œuvre dramatique, on a dit. C'est tout. La gagnante du concours, madame, vous avez répondu à ça? Hein? Elle a gagné un concours et elle s'est levée. Son logo. Mais est-ce qu'elle peut toujours aller le protéger? Avant que madame Carr ne précise tout, elle peut très bien venir le déposer. Elle a sûrement dans le contrat qu'il a engagé
et quand on a choisi son dessin à elle, il y a sûrement un contrat où elle a cédé les droits patrimoniaux. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui va faire ce concours sans prendre le soin de se faire céder les droits patrimoniaux, sinon il ne pourra pas l'exploiter. Mais elle peut toujours aller le déposer parce que, quand même, c'est la preuve qu'elle a créé. Il y a son droit moral. Nous, on ne gère pas, c'est vrai, le droit moral, mais au moins, on sait qu'il y a des traces qu'elle a créé l'œuvre et tout. Et puis peut-être que pour certains droits, elle n'a pas cédé totalement. Il y a beaucoup de nuances. Les stickers à payer à chaque frontière, c'est ça les inconvénients du marché commun qui n'est pas réellement. Normalement, quand vous avez payé les droits de reproduction mécanique sur un territoire, vous ne devez pas les payer une deuxième fois. Vous avez épuisé le droit, normalement. Mais comme dans nos sociétés, dans nos pays, il y a un texte, chez nous c'est un arrêté, maintenant il est passé dans la loi, qui dit qu'aucun support vidéogramme ou phonogramme ne peut être mis en vente s'il n'a pas le sticker là-dessus. Voilà. Et donc, si vous avez déjà payé les droits de reproduction mécanique ici au Bénin et que vous transportez les œuvres, enfin les supports sur le territoire de Côte d'Ivoire, il suffit de nous montrer la quittance comme quoi vous avez payé les droits de reproduction mécanique déjà au Bénin. Nous, on va vous exiger juste de payer le timbre pour ne pas être en violation du décret, puisque, enfin, de l'arrêté ou de la loi maintenant, qui dit qu'aucun support ne peut être mis en vente sans support. Sans être stické. Et il n'a pas parlé des stickers du Bénin. Donc, aux côtés de votre sticker, vous allez payer le sticker. Le sticker chez nous, il coûte 40 francs. 35 francs, voilà. 35 francs, vous le payez, mais on sait que les droits de reproduction mécanique ont été déjà payés. On ne vous fera pas payer ça une seconde fois. C'est tout, hein. Je crois que c'était toutes mes questions, Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président, si vous voulez, avec votre intelligence, et en ce qui concerne les cérémonies, je dois dire que c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur au Bénin ici. Et si on percevait sur ces cérémonies-là, on serait milliardaire, comme l'a dit Alice Pépé. Mais ce n'est pas parce qu'on est resté les bras croisés. Depuis avant même 1995, le bureau béninois du Plan a tenté une expérience importante en allant vers les sous-préfets avec lesquels nous avons eu des accords tacites. Et ces accords-là sont allés jusqu'à ce que nous avions dans le temps acheté des moyens de déplacement au chef service des affaires financières d'un certain nombre de sous-préfectures pour percevoir en notre lieu de place sur le territoire de ces sous-préfectures-là les redevances toutes les fois que les jeux sont exploités au niveau des cérémonies, surtout les samedis et les dimanches. Mais l'expérience n'a pas prospéré parce que nous n'avons jamais eu de retour en ce qui concerne les perceptions qui sont faites et les moyens de déplacement que nous avons achetés ont disparu. Nous sommes arrivés à la période des mairies et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a le représentant du ministre de la décentralisation qui est ici. Nous voulons prendre sérieusement à bras le corps cette question et c'est pour cela que nous avons fait tout possible pour que le ministre de la décentralisation soit touché et qu'il soit présenté à ce séminaire pour écouter. Je crois que tout ce qui a été dit, il a écouté, il va certainement rendre compte parce que dans un avenir proche, nous voulons aller vers les mairies. Et c'est pour cela aussi que dans le discours que le ministre a prononcé la fois passée, vous avez entendu, il a interpellé le président de l'Association nationale des communes du Bénin. C'est dans une dynamique que tout cela a été fait, parce que c'est une question qui nous préoccupe et nous savons que c'est une source importante de perception pour nous. Nous savons que nous avons des auteurs dont les œuvres sont intensément utilisés le samedi et le dimanche et qui nous échappent. Et donc, nous voulons dans un proche avenir, nous attaquer à cette question-là. Et nous pensons avoir la disponibilité, non seulement de la FEB, mais aussi du ministère de la décentralisation pour régler à bien ce problème. Madame, je voudrais répondre au frère qui m'a demandé comment est-ce qu'on a fait pour que les majors soient installés en Côte d'Ivoire. Ça, c'est des images. De la créativité de cette année-là. Non, qui a dit est-ce que c'est pas parce que le ministre de la Culture de Côte d'Ivoire est un littéraire, c'est pour ça que les choses marchent au niveau du Burida.
Et puis il y a une troisième personne qui a posé un problème qui n'a pas été traité aussi. Il dit que lui, il est journaliste qui fait des spots publicitaires. Est-ce qu'il peut bénéficier des droits? Donc, vous voulez répondre à ça? Ok. Sans être juriste, moi je pense que si je suis producteur d'un album, je fais des spots pour annoncer la sortie de mon album. C'est pas une création, c'est des spots qu'il fait pour annoncer la sortie d'un album. Au risque de me tromper, peut-être que les juristes qui sont plus outils que moi vont apporter des réponses juridiques, mais je pense que ça ne fait pas l'objet de perception je pense. Mais le producteur de spot est payé par celui qui l'engage, qui le prouve. Donc qu'est-ce qu'il attend encore? C'est lui qui va payer. C'est lui normalement qui doit payer parce que c'est lui qui a utilisé les œuvres de l'esprit. Donc comme il est engagé par un commanditaire qui est le producteur, qui veut, parce que une œuvre artistique, la carrière d'un artiste est une véritable entreprise dont le manager ou le producteur est le gestionnaire. C'est un produit, au même titre que cette bouteille d'eau. Donc ça prend en compte des connaissances en communication. Vraiment, c'est un produit à développer, à positionner. Donc dans le cadre de ce développement-là, un producteur peut très bien avoir recours à un journaliste ou à un c'est pas la clé de Simon. Pour concevoir des spots publicitaires. C'est pas la clé de Simon. Ça, je pense que ce n'est pas normal qu'il espère être reconnu par le public là et être rémunéré en conséquence, puisqu'il est déjà payé, son cachet est déjà payé. Maintenant, concernant le professeur qui a demandé si c'est parce que notre ministre est écrivain que les choses marchent bien, c'est vrai que ça aide à comprendre un certain nombre de choses, mais les résultats que nous avons, c'est dû à la compétence de notre direction générale, et aussi à la formation en tant que responsable de la structure que nous avons eue. Donc c'est toute cette synergie-là, la formation en gouvernance que nous avons eue, qui nous a permis de comprendre les choses, et c'est tout ça qui font qu'il y a des rubicons que nous ne franchissons pas. Mais sinon, ce n'est pas parce qu'il est ministre il est écrivain que les choses vont bien, non, je ne pense pas. Bon, maintenant concernant toi, ce que tu as demandé, comment est-ce qu'on a fait pour que les majors viennent en Côte d'Ivoire, je vais beaucoup te décevoir. Ce n'est pas nous qui avons fait que les majors viennent en Côte d'Ivoire. Ce sont eux-mêmes qui ont vu la nécessité, qui ont vu le marché, parce que les Européens ne vont pas d'un endroit où ils n'y trouvent pas leur compte. C'est parce qu'ils ont vu dans le paysage, puisque la musique au plan mondial s'est cassée la gueule, la musique s'est dématérialisée. Nous, on subit la piraterie du CD physique, mais eux aussi ils subissent la piraterie en Occident au niveau des outils informatiques qui n'est pas un produit de luxe chez eux. Eux aussi ils subissent ça. Donc ils sont de façon perpétuelle à la recherche de nouveaux marchés. Donc ils ont vu le potentiel que a le marché ivoirien, parce que quand tu regardes aujourd'hui le paysage de la musique mondiale, quand tu prends les gens comme les Mad Kim, je ne sais pas si tu passes ici, les Booba et autres, la quintessence de leur création aujourd'hui, ils s'inspirent plus ou moins du coupé-décalé. Donc ils se sont dit, bon, il faut qu'ils aillent s'installer en Côte d'Ivoire pour essayer de voir des beatmakers ivoiriens qui vont essayer quelque part d'enrichir leur création, parce que c'est pour ça qu'ils sont venus s'installer. Et moi, j'ai anticipé, j'ai réuni tous les arrangeurs, tous les beatmakers ivoiriens pour leur dire, attention, ne bradez pas vos créations. Ces gens-là, ils sont venus et il ne faut pas que vous leur vendez comme ça, en cédant tous vos droits à ces majors. Quand vous faites des arrangements, vous leur donnez des sons, faites-vous encadrer par le service juridique du Burida et venez déclarer ces œuvres-là, parce que demain, si vous n'y êtes plus, ce sont ces œuvres-là que vos héritiers desquelles ils pourront vivre. Donc, c'est pour ça qu'ils sont venus s'installer en Côte d'Ivoire. Et là même, j'ai eu à discuter avec eux. Je suis allé voir Sony Music. J'ai vu le studio d'enregistrement de Sony Music. Je leur ai posé la question. J'ai dit, mais tout Sony Music, Major Sony Music, c'est votre studio ça? Ils me disent, oui, c'est notre studio. J'ai dit, mais vous foutez des Africains, mais quoi? Ils disent, non, la musique africaine, la musique ivoirienne notamment, n'a pas besoin de plus que ça. Vous avez compris? J'ai dit, mais vous êtes Sony Music. En Côte d'Ivoire, il y a des studios 2 fois plus importants que ce que vous avez installé là. Quand vous venez là, vous devez aider au développement de la musique africaine. Donc, c'est pas parce qu'ils sont venus que forcément, non. C'est parce qu'ils trouvent leurs intérêts en Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'ils sont venus s'installer.
Alors si vous vous mettez à travailler sérieusement, parce qu'il ne faut pas penser que chaque fois quand tu interviens, tu dis c'est une volonté politique, c'est depuis feu ou faux boyer. Non, c'est parce que les gens ont travaillé. Ça n'a rien à voir avec feu ou faux boyer. Aujourd'hui, vous-même, vous avez dit que la musique ivoirienne envahit le territoire béninois. Mais ça n'envahit pas que le territoire béninois. Moi, je suis allé au Kenya, je suis allé dans des nightclubs, j'ai vu le coupé décalé que les gens jouent. À un moment donné, c'était de la musique zaïroise, à un moment donné, c'est la musique camerounaise, aujourd'hui, c'est la musique ivoirienne. À l'époque, c'était la musique béninoise à travers la salsa. Donc, c'est un cycle. Il faut simplement que vous vous mettez résolument au travail, que vous travaillez, parce que la réussite se trouve dans la constance de l'effort. Merci. Merci, c'est bon. Bien, et merci. Les organisateurs ont fait débarquer, ont fait arriver le ministre un peu trop tôt. Puisqu'il reste notre cuisine interne par rapport aux divers amendements qu'on pourra apporter au rapport final. On ne peut pas livrer le rapport final sans amendement devant le ministre. Et là, moi, je suis totalement... C'est une cuisine interne. Je ne sais pas comment ça va se gérer. J'avoue que je me suis retrouvé dans un cas de figure auquel je ne suis pas du tout habitué. Bon, merci les amis. Parce que le rapport final, c'est notre cuisine interne. Nous aurons certainement des pistes de forme à relever. Nous aurons des insuffisances à inclure dans le rapport. J'attendais qu'en 10 minutes, 15 minutes, on passe cela. Quand j'ai constaté l'arrivée de l'autorité, cela m'a placé dans mes petits souliers. Bon, de toutes les manières, je n'ai pas fait lever l'autorité. J'ai présenté des inquiétudes. Non, moi j'ai posé des inquiétudes. Donc il appartenait aux organisateurs de trouver la manière respectable et convenante, mais c'est en haut, et convenante que les choses se déroulent bien, quoi. Alors, maintenant je vais inviter l'équipe de rédaction à venir présenter le rapport général. A-t-elle démarré par une cérémonie d'ouverture qui a connu l'intervention de 5 personnalités, dont le directeur général de Bubedra, M. Samuel Aokpa, le président du conseil d'administration de Bubedra, M. Eric Tossou, le représentant du directeur général de l'OMPI, M. Simon Ouedraogo, le ministre du Tourisme et de la Culture, M. Ange Nkoué, et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, M. Joseph Diogbenou, représentant le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Dans leurs interventions, ces diverses personnalités, tout en souhaitant la bienvenue aux séminaristes venus d'horizons et de structures divers, ont toutes reconnu que tout travail méritant salaire, il est normal pour les auteurs des œuvres de l'esprit de jouir de façon juste et équitable des fruits de leurs efforts. Elles ont donc émis le vœu que les présentes assises aboutissent à des propositions et conclusions pertinentes pouvant contribuer à la réussite des réformes envisagées au Bubedra en vue d'améliorer son fonctionnement, de même que le régime de protection des droits des sociétaires. Elles ont donc prié les séminaristes à une participation active et constructive. C'est au garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, qu'est revenu l'honneur de procéder à l'ouverture officielle du séminaire après avoir rassuré les participants de la disponibilité et de l'engagement du gouvernement à mettre en place les réformes nécessaires à l'amélioration des conditions de vie et de travail des auteurs, compositeurs et artistes béninois.
La cérémonie d'ouverture a été très riche en couleurs et en sons, avec la touche de divers groupes folkloriques et artistiques venus de plusieurs régions du Bénin. 2 communications ont ponctué la suite de cette première journée, à savoir thème numéro 1, Introduction aux droits d'auteur et aux droits voisins, animé par M. Simon Ouedraogo, responsable principal chargé de l'appui aux organismes de gestion de droits d'auteur à l'OMPI, Genève, et le thème numéro 2, la protection et la gestion de droits d'auteur et des droits voisins au Bénin, animé par M. Samuel Aokpa, directeur général du BIBEDRA. Le premier conférencier a d'abord défini quelques concepts de base avant de rappeler le cadre juridique national, régional et international à la protection du droit d'auteur et des droits voisins. Il a ensuite précisé les différents droits protégés par ce régime juridique et s'est enfin réjoui des avancées qu'on peut relever dans la loi numéro 2005-30 du 5 avril 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins en République du Bénin. Quant au second conférencier, après avoir fait l'historique du système de protection et de gestion des droits d'auteur et des droits voisins au Bénin, en insistant sur les péripéties et les vicissitudes qu'a connu le dit système dans l'espace et le temps, a abouti à la création et fonctionnement du BIBEDRA. Il a décrit le travail du BIBEDRA qui s'articule autour de 3 mécanismes, à savoir la documentation, la perception et la répartition. M. Aokpa a conclu sa communication par les différents enjeux et défis auxquels est aujourd'hui confronté le BIBEDRA et dont il espère que les résolutions qui sortiront du présent séminaire permettront de relever. Ces 2 communications ont donné place à un riche et fructueux débat fait de questions, contributions, explications et recommandations sous la supervision d'un président du présidium de 6 membres, dont d'un présidium composé de 6 membres, dont président Albert Bienvenu Akoha, premier vice-président Apollinaire Agbazaou, deuxième vice-président Michel Loukou dit Alekpe Hanou, secrétaire Madame Géronine Tokpo, premier rapporteur Fréjus Abiola Koupaki, deuxième rapporteur Rigobert Boutet. La deuxième journée, mercredi 17 mai 2017, a été meublée par 6 communications suite à un bref rappel des acquis de la première journée par le premier vice-président du Présidium. La première a porté sur le thème numéro 3, le droit d'auteur et les droits voisins dans l'ère numérique et la responsabilité des fournisseurs d'accès Internet. Sur ce thème, la conférencière, Mme Stéphanie Carr, maître de conférence, a d'abord soulevé les nombreux bouleversements qu'entraîne l'entrée du numérique dans la protection et la gestion du droit d'auteur et des droits voisins, bien dans le mode de création que dans celui de l'exploitation. Elle a ensuite défini et reprécisé quelques concepts tels que numérisation d'œuvres et stockage d'œuvres, fournisseurs d'accès Internet, hébergeurs, éditeurs, etc. et a mis l'accent sur la proportionnalité des responsabilités qui incombent à ces différents acteurs. Elle n'a pas manqué de faire remarquer que le cadre législatif actuel du Bénin n'est pas encore adapté au cadre juridique international quant en ce qui concerne l'évolution du numérique dans le domaine de la protection des droits d'auteur et des droits voisins. La troisième communication de la journée a porté sur le thème numéro 4, la protection des interprétations et exécutions audiovisuelles. Le communicateur, M. Simon Ouedraogo, après avoir donné quelques définitions
de quelques terminologies, a soulevé la problématique relative à la protection des droits des artistes, interprètes qui mettent leurs prestations en format audiovisuel, contrairement aux auteurs-compositeurs dont les droits sont protégés parce que ces derniers fixent leurs œuvres sur phonogramme. Mais plus tard, le traité de Pékin est intervenu pour le problème en prenant en compte désormais la protection des droits des artistes-interprètes. Il a aussi expliqué que l'œuvre audiovisuelle tourne autour de 3 concepts, à savoir le dialogue, l'action qui inclut l'image et la musique. Quant à la gestion des droits des auteurs et artistes, sur le plan extérieur, il a évoqué le principe de la règle qui peut régir les relations des organismes de gestion collective des dits droits. Cette réciprocité peut se baser soit sur le principe de l'assimilation nationale, soit sur celui du traitement. Suite à cette communication de M. Ouédraogo, Mme Stéphanie Carr, sur le thème numéro 5, ayant trait aux enjeux relatifs à la protection des signaux de radiodiffusion, elle a expliqué que la protection des droits des organismes de radiodiffusion porte sur leurs signaux de transmission et non sur le contenu de leurs émissions. À ces organismes, le droit exclusif à l'émission de leurs signaux. Il y a lieu de noter que cette protection est régie par le traité de Rome auquel le Bénin n'est pas partie. Cependant, cette protection est prise en compte par le traité de l'OAPI auquel le Bénin est parti par les dispositions de l'article 66 de la loi numéro 2005-05 du 5 avril 030 du 5 avril 2005 relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins en République du Bénin, qui prévoit une durée de 25 ans de protection pour ce qui concerne les télévisions. La présentation sur le thème numéro 6, la gestion collective des droits, 2 points mécanismes fondamentaux, organisation interne et principes de gouvernance, de M. Simon Ouédraogo. M. Simon Ouédraogo a offert l'occasion aux séminaristes de comprendre qu'au lieu de donner leur autorisation à chaque fois que leurs œuvres doivent être exploitées, il leur est plus judicieux de confier la gestion et la protection de ces droits à un organisme de gestion collective tel que le BUBEDRA au Bénin. Parlant de l'organisation interne de ces principes de gouvernance, le communicateur a précisé qu'il y a un minimum de principes et critères auxquels les organismes doivent répondre, à savoir un conseil d'administration, un organe exécutif, les sociétaires. Il faut remarquer que l'une des missions de ces organismes de gestion concerne la production et la gestion relative aux sociétaires. Il faut également noter que la répartition des redevances est représentative et non linéaire. La communication numéro 7, basée sur la perception et la répartition des redevances de droits d'auteur et de droits voisins, et l'action sociale et culturelle des organismes de gestion collective, a permis à Mme Irène A. Vieira, directrice générale du BURIDA, Bureau ivoirien du droit d'auteur, d'exposer aux participants les aspects pratiques de protection et de la gestion des droits sociétaires du BURIDA. Elle a précisé la mission du BURIDA qui s'articule autour de l'autorisation des exploitations d'œuvres, la perception, le reversement des redevances. Elle a parlé des différents modes d'action menés par le BURIDA qui veut favoriser non seulement la diversification des sources de perception des redevances et par voie de conséquence à l'amélioration des conditions de vie et de travail des bénéficiaires. La dernière communication de la deuxième journée a porté sur la rémunération pour copie privée. L'expérience algérienne
Cette communication, animée par M. Mehdi Menaoui, directeur de la clientèle de l'Office national du droit d'auteur ONDA de l'Algérie, a permis aux participants de comprendre que la redevance pour copie privée est perçue sur toute reproduction d'œuvres à domicile pour l'utilisation privée. Elle est une source importante de redevance. Cette redevance est prélevée sur les fabricants et importateurs de tout support vierge destiné à la reproduction, enregistreur, DVD, graveur, etc. Il est à retenir que l'expérience algérienne a fait de grandes avancées. À la suite de ces différentes communications, les séminaristes ont posé des questions auxquelles des réponses et éclaircissements idoines ont été apportés par les différents présentateurs. L'assistance a été séduite par les diverses expériences tant en Côte d'Ivoire qu'en Algérie et ont vivement souhaité qu'elle puisse inspirer le Bubedra dans la mise en œuvre de son projet de réforme. La troisième journée, jeudi 18 mai 2017, a bénéficié de 4 communications ci-après. Thème numéro 9. L'expérience ivoirienne en matière de restructuration du Burida et le projet de mise en œuvre de la copie privée en Côte d'Ivoire, animé par Mme Irène A. Vieira. Thème numéro 10. Importance économique émergente de droit de suite, présenté par Mme Stéphane Carr et M. Samuel Aoupa. Thème numéro 11. Étape pour instituer la rémunération pour copie privée, exposé par M. Samuel Aoupa et Mehdi Menaoui. Thème numéro 12. La protection des droits d'auteur et des droits voisins au niveau régional. La situation dans les pays membres de l'OAPI, l'initiative de la communication. On peut retenir de l'analyse du statut juridique du Burida que le législateur ivoirien a confié à cet organisme le monopole de la gestion collective des droits d'auteur, en précisant que l'organisation, le fonctionnement et l'Afrique de l'Ouest, animée par Mme Irène Vieira. Afrique de l'Ouest. On peut retenir de l'analyse du statut juridique de Burida que le législateur ivoirien a confié à cet organisme le monopole de la gestion collective des droits d'auteur en précisant que cet organisme fonctionne de façon correcte. Au titre des avantages, il faut noter que l'expérience d'un organisme unique et pluridisciplinaire offre aux titulaires de droit la mutualisation des moyens d'action, garde de l'efficacité de leurs droits, met à la disposition des utilisateurs d'œuvres de l'esprit un guichet unique facilitant l'accès aux multiples œuvres du répertoire en toute sécurité. La communication 10 porte sur une question d'actualité en ce qu'elle a trait à des enjeux économiques importants. Elle a pour but de faire comprendre le contenu du droit de suite au niveau national et international, ainsi que les prérogatives qu'il revêt. Communication numéro 11. Il y a lieu de retenir que dans la majorité des législations modernes, une redevance pour copie privée est instituée pour compenser le préjudice causé aux auteurs et aux auxiliaires de la création du fait de l'expansion de la reproduction par des particuliers des œuvres à domicile à des fins d'usage personnel. La communication numéro 12 vise le renforcement du mécanisme de protection du droit d'auteur et des droits voisins au niveau des organismes de gestion collective sous-régionale. Elle a également mis l'accent sur l'élargissement de l'assiette de perception, de même que sur la mise en œuvre des outils de communication en vue de favoriser les échanges entre les organismes de gestion collective, membres de l'Organisation africaine de la propriété
intellectuelle, OAPI. Entre autres initiatives, il faut retenir l'appui à la création et à la promotion d'un répertoire régional, l'amélioration des systèmes de répartition des droits et la prise en compte de toutes les classes de répartition, le renforcement de la lutte contre le piratage des œuvres. Au thème de ces 3 jours de séminaire, la qualité des communications, de même que celle des débats qui ont suivi leur présentation, ont contribué à renforcer les capacités des participants en matière de protection et de gestion des droits d'auteur et des droits voisins, et les différentes résolutions qui en sont issues augurent d'un lendemain meilleur au Bubedra et à ses sociétaires. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous prier pour quelques coquilles de forme. Sont tenus par 2 congrès. Le ministre a une séance à 16h et il doit venir faire son protocole de clôture. C'est pour cela que si pour l'essentiel on est d'accord, s'il y a de petits amendements, envoyez cela à la table. Mais ce que j'estime qu'on va exiger de notre rapporteur, c'est d'aller revoir son texte et de présenter devant l'autorité une lecture que nous on a l'habitude d'appeler une lecture magistrale. Il respire son texte pour présenter cela de façon beaucoup plus posée. Nous participons au séminaire national sur les enjeux, défis et perspectives du droit d'auteur et des droits voisins au Bénin. Recommandons 1. Actualiser les dispositions obsolètes des textes et lois portant attribution, organisation et fonctionnement du Bubedra. 2. Mettre en place un plan d'action efficient avec le patronat des médias en vue de sensibiliser et amener les auteurs de radio et télévision publiques et privées à libérer les redevances du droit d'auteur et droits voisins inhérentes à leurs activités, à mettre le programme des œuvres exécutées à disposition du Bubedra, amener les auteurs et compositeurs d'œuvres de l'esprit à faire sur l'honneur la déclaration des œuvres conformément aux principes et règles en vigueur. 4. Élaborer et mettre en œuvre des mécanismes d'information et de communication à l'endroit des autres utilisateurs des œuvres de l'esprit. Je veux citer tenanciers d'hôtel, bars, buvettes, promoteurs de spectacles et j'en passe. Et tout ceci donc avec l'appui de divers partenaires afin de faciliter le paiement des redevances et la transmission des programmes exécutés au Bubedra. Rédiger, donc 5, rédiger et signer. Avec les opérateurs GSM installés sur le territoire national, des contrats de représentation conformes aux principes requis dans le cadre de l'exploitation des œuvres littéraires et artistiques. 6. Réaliser et informer. Réaliser et informatiser le répertoire des utilisateurs des œuvres de l'esprit. Promouvoir un archivage numérique des œuvres protégées. C'était bien le numéro 7. Numéro 8. Prendre des dispositions utiles avec l'appui des instances diverses pour rendre effective
l'opérationnalisation de la perception des redevances pour copie privée au Bénin. 9. Appuyer techniquement et financièrement les membres du conseil d'administration du BUBEDRA à descendre périodiquement à la base pour informer et communiquer avec leurs mandants. 10. Développer avec le concours des structures habilitées une politique visant à élever le taux de consommation des œuvres littéraires et artistiques nationales, bien sûr, donc des œuvres littéraires et artistiques produites au niveau local sur les grandes chaînes et télévisions internationales. 11. Pérenniser de tels séminaires, nous référons donc au présent séminaire, pérenniser de tels séminaires de renforcement de capacité des cadres et autres acteurs du monde artistique et culturel. 12. Organiser régulièrement au profit des cadres et sociétés du BUBEDRA des visites d'échange auprès des organismes frères de la sous-région et d'autres pays. 13. Réviser et adapter les thématiques, réviser et adapter la loi 2005-30 du 5 avril 2005 portant aux nouvelles réalités du numérique. 14. Impliquer le Parlement, sinon faire un plaidoyer à l'endroit du Parlement en vue de l'amener à accompagner le gouvernement dans la politique de développement et du respect du droit d'auteur et des droits voisins en République du Bénin. 15. Renforcer les capacités humaines, techniques et financières du BUBEDRA en vue de lui permettre de faire face aux nouveaux défis du développement du droit, de la protection du droit d'auteur et des droits voisins. 16. Établir un partenariat avec les 117 communes du Bénin en vue de les impliquer dans un mécanisme efficace de perception et de redevances pour le compte du BUBEDRA, bien sûr, sur la diffusion des œuvres protégées dans le cadre des espaces publics, des autorisations qu'elle accorde pour l'utilisation des espaces publics en cas de manifestation. Voilà, Monsieur le Président, chers séminaristes, quelques-unes des recommandations que nous avons reçues et que nous soumettons donc à votre attention afin qu'ensemble, on puisse identifier celles qui nous paraissent plus prioritaires et plus pertinentes. Je vous remercie. Nous venons d'écouter Géraldine. Elle a soumis cela à votre attention pour validation. Nous remercions déjà ceux qui ont envoyé leurs amendements à la table. On les remercie pour cela. Si des amis estiment qu'il y a des choses qu'on peut supprimer des recommandations, vous pouvez toujours vous rapprocher d'elle le temps qu'elle-même prenne son temps pour supprimer ce qu'elle doit supprimer. Mais moi j'estime, ça n'engage que moi, j'estime que le séminaire a été intéressant et je ne vois pas de recommandations inutiles dans ce qu'elle a dit. Parce que c'est des recommandations qui ont pris en compte tout ce que nous avons fait. Tout ce que nous avons dit. Il y a peut-être des vices de forme qu'on peut corriger. Mais maintenant, si nous estimons qu'il y en a dedans qu'on peut supprimer, on se rapproche d'elle.
et elle va supprimer. Elle aussi aura le temps de revoir son test et dès que le ministre arrivera pour le protocole final, au moment où l'autre sera en train de lire son long rapport, elle aura le temps de s'apprêter pour plancher. Oui, bienvenue. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que depuis le début de ce séminaire, je n'ai pas eu l'occasion de prendre la parole, mais je souhaiterais, avec votre autorisation, que pour la présentation au ministre tout à l'heure, je souhaiterais que les choses aillent très vite parce que le temps est peu compté. Alors, pour ce faire, je proposerais que le présentateur puisse, dans son rapport, simplement rappeler les thèmes qui ont été abordés pendant ces 3 jours, ainsi que les noms et prénoms des conférenciers, et on finit par les recommandations. Étant entendu que le rapport entier lui sera transmis pour gagner du temps. Parce que je me présente et je suis dans un ministère, je sais comment ça se passe. Ils n'ont pas le temps de nous écouter ou de nous lire. En général, ce sont les collaborateurs qui font tout le travail. Et donc, j'aimerais qu'on aille assez vite. Non, ça, c'est... Bon, j'ai vu le directeur du BIBEDRA qui veut réagir. Sinon, c'est une proposition pertinente. Oui, allez-y. Donc, pour le rapport, pour les communications, ils mettent seulement les termes et ils mettent les noms. Et tous les commentaires qu'ils ont fait pour expliquer dans cette partie une occasion de ça, ils ont enlevé ça. Et après, les communications et les noms des communicateurs, ils viennent directement au dimanche pour dire un peu l'ambiance dans laquelle les discussions ont eu lieu. Bon, concernant le rapport, on va s'en trouver une très année. Deuxième chose, pour les recommandations. Il faut impliquer le ministère de la décentralisation. Parce qu'on ne peut pas aller directement aux communes sans passer par le ministère de la décentralisation. Merci. Vous avez écouté? Oui. Bon. Maintenant, au regard de tout ce qu'on vient de dire, je parle à l'équipe de rédaction. Je vous parle. Au regard de ce que nous venons d'entendre, vous me suivez? On vous accorde 5 minutes. On vous accorde 5 minutes pour mettre de l'ordre dans vos copies. Si ce que nous impose le directeur du BIBEDRA et notre ami là, la synthèse, si ça va être un problème pour vous, moi je vais présenter ça. Maintenant, en ce qui concerne les recommandations, s'il y a des recommandations inutiles, vous le dites, on supprime et Jérôme va présenter les recommandations. Voilà ce que je propose pour que ça évite. Parce que le ministre est tenu par le temps. Il doit quitter ici au plus grand tard à 15h40, il a dit, puisque à 16h, il doit être quelque part. Il est 15h30. C'est ce qu'on m'a dit. Bon. Il est 15h38. Et il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Rouge est le sang des noirs. Et noir n'est pas le sang des rouges. Il y a du blanc d'œuf, du jaune d'œuf, mais jamais du noir d'œuf. Sauf pour de l'omelette brûlée. Noir d'œuf assuré. Merci beaucoup et enchaînons la deuil. De la langue nationale oblige.
Merci, monsieur le ministre. Et vos invités sont toujours en place. Le DG Bibedra vous avait annoncé leur arrivée depuis 3 jours. Ils ont travaillé d'arrache-pied. Ils étaient tous très assidus. Les experts aussi ont rempli leur contrat. Et nous allons vers le terminus qui permettra à tout le monde de descendre tout à l'heure. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici avec nous pour le protocole de clôture qui va suivre le chapelet suivant. On va vous présenter un rapport final qui ne va pas être de la littérature lourde pour ne pas abuser de votre temps. Ça va être juste une synthèse en attendant que la paperasserie le suive. Après le rapport final, nous allons laisser la parole à une charmante dame qui vous présentera les recommandations du séminaire. Ce sont des recommandations auxquelles les acteurs culturels attachent du prix. Parce qu'avant votre arrivée, on a eu droit à des prestations d'artistes et l'icône Agnès Pépé avait souhaité que cela ne fasse pas lettre morte et que l'authenticité des recommandations et des faits retenus aille jusqu'au bout du rouleau. C'était un peu pour dire qu'il faut mettre le garde-fou pour que, à la fin, il n'y ait pas de grincement dedans et que nous puissions tirer la conclusion que tout ce que nous avons arrêté a été respecté. Je vous connais pour votre abnégation à faire aboutir des dossiers. Et comme je ne voudrais pas abuser de votre temps, je vais laisser la parole au premier rapporteur pour faire le bilan synthétique de nos activités. Merci, monsieur le ministre. J'invite le rapporteur à prendre la parole. Merci, monsieur le ministre. Le rapport que j'ai l'insigne honneur de soumettre à votre bienveillante appréciation s'articule autour de 3 points. Premier point, c'est l'ouverture. Deuxième point, déroulement des travaux. Troisième point, cérémonie de clôture. Ce dernier point n'interviendra pas puisque nous sommes actuellement au niveau de la cérémonie de clôture. Rapport général. Du 16 au 18 mai 2017, s'est tenu au Palais des Congrès de Cotonou le séminaire national sur les enjeux, défis et perspectives des droits d'auteur et des droits voisins au Bénin. Autorisé par le Conseil des ministres et organisé par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, en coopération avec le ministère du Tourisme et de la Culture et le Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins du BEDRA, le dit séminaire a réuni plusieurs acteurs, dont les représentants d'auteurs, compositeurs, artistes et interprètes, producteurs, juristes, magistrats et avocats, officiers de police judiciaire, officiers de la douane, experts et cadres du monde culturel et artistique. Les activités se sont déroulées suivant l'agenda établi par
le staff organisationnel du BUBEDRA. Aussi, la première journée, mardi 16 mai 2017, a-t-elle démarré par une cérémonie d'ouverture qui a connu l'intervention de 5 personnalités, dont le directeur général du BUBEDRA, M. Samuel Aoupa, le président du conseil d'administration du BUBEDRA, M. Eric Tossou, le représentant du directeur général de l'OMPI, M. Simon Ouedraogo, le ministre du Tourisme et de la Culture, M. Ange Nkoué, et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. M. Joseph Djogbenou, représentant le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Dans leurs interventions, ces diverses personnalités, tout en souhaitant la bienvenue aux séminaristes venus d'horizons et de structures divers, ont toutes reconnu que tout travail méritant salaire, il est normal pour les auteurs des œuvres de l'esprit de jouir de façon juste et équitable des fruits de leurs efforts. Elles ont donc émis le vœu que les présentes assises aboutissent à des propositions et conclusions pertinentes pouvant contribuer à la réussite des réformes envisagées au BUBEDRA en vue d'améliorer son fonctionnement, de même que le régime de protection des droits de ces sociétaires. Elles ont donc prié les séminaristes à une participation active et constructive. C'est au garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, qu'est revenu l'honneur de procéder à l'ouverture officielle du séminaire après avoir rassuré les participants de la disponibilité et de l'engagement du gouvernement à mettre en place les réformes nécessaires à l'amélioration des conditions de vie et de travail des auteurs, compositeurs et artistes béninois. La cérémonie d'ouverture a été très riche en couleurs et en sons, avec l'atout de divers groupes folkloriques et artistiques venus de nos départements. Ce séminaire a été l'occasion de suivre une douzaine de communications sous la présidence d'un présidium composé comme suit. Président Albert Bienvenu Akoha, professeur. Premier vice-président Apollinaire Agbazaou, inspecteur des enseignements secondaires et des lycées. Deuxième vice-président, Michel Loukou, dit Loukou, dit Alekpe Hanou. Secrétaire, Jérôme Tokpo, directrice générale adjointe du Fonds national de développement et de promotion touristique, FNDPT. Premier rapporteur, Fréjus Abiola Koupaki, magistrat. Deuxième rapporteur, Rigobert Boutet, juriste, chef de la cellule juridique du ministère du Tourisme et de la Culture. Sous la présidence de ce présidium, les participants ont eu l'honneur de suivre les communications suivantes. Thème numéro 1. Introduction aux droits d'auteur et aux droits voisins. Conférencier Simon Ouedraogo, responsable principal chargé de l'appui aux organismes de gestion du droit d'auteur à l'OMPI à Genève. Deuxième thème, la protection et la gestion du droit d'auteur et des droits voisins au Bénin. Conférencier, M. Samuel Aoupa, directeur général du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins. Porter à votre connaissance l'ensemble des recommandations issues du présent séminaire.
considérant la nécessité de la relance et de la remise à niveau des mécanismes et procédures de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins au Bénin, nous participons au séminaire national sur les enjeux, défis et perspectives du droit d'auteur et des droits voisins au Bénin, recommandons 1. Actualiser la loi numéro 5-30 du 10 avril 2006 relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins en République du Bénin en vue de l'adapter aux nouvelles réalités du domaine. 2. Mettre en place un plan efficient avec le patronat des médias en vue de les sensibiliser et d'amener les promoteurs de radio et télé à s'acquitter et à libérer effectivement les redevances sur droits d'auteur et droits voisins inhérentes à leurs activités. 3. Élaborer et mettre en œuvre des mécanismes d'information et de communication à l'endroit des utilisateurs d'œuvres de l'esprit afin de les amener à connaître leurs devoirs vis-à-vis du BIBEDRA. Rédiger et signer avec les opérateurs GSM installés sur le territoire national des contrats de représentation qui répondent aux normes et principes dans le domaine de protection du droit d'auteur et des droits voisins afin de les amener à libérer effectivement les redevances issues de l'utilisation des œuvres de l'esprit de nos artistes, auteurs et compositeurs. Réaliser et informatiser le répertoire des utilisateurs des œuvres de l'esprit. Promouvoir l'archivage numérique des œuvres de l'esprit qui sont protégées au niveau du BIBEDRA. Prendre des dispositions utiles avec l'appui de toutes les instances compétentes afin que la redevance pour copie privée, qui est, monsieur le ministre, la norme en vogue actuellement et qui permet vraiment de percevoir de fructueuses redevances pour les artistes, nous souhaitons donc que la redevance pour copie privée soit opérationnelle au Bénin. Appuyer techniquement et financièrement les membres du conseil d'administration du Bureau béninois des droits d'auteur à descendre régulièrement à la base pour informer leurs mandants sur les activités du BIBEDRA. Développer avec le concours des structures habilitées une politique visant à élever le taux de consommation des œuvres de l'esprit d'origine locale ou nationale. Amener le ministère de la décentralisation à impliquer avec nous les communes afin qu'elles puissent percevoir des redevances sur les autorisations de manifestation qu'elles octroient au public. Amener enfin le Parlement à accompagner les efforts du gouvernement en matière de développement et de redynamisation du BIBEDRA en vue d'améliorer la situation de vie et de travail des artistes, auteurs, compositeurs béninois. Je vous remercie. 18 mai 2017 à Cotonou expriment leur remerciement au gouvernement béninois pour avoir autorisé la tenue effective du présent séminaire et lui sont d'avance reconnaissants des dispositions qui seront prises pour traduire dans la réalité
les recommandations issues de ce séminaire fait à Cotonou le 18 mai 2017, les participants. Motion de remerciement numéro 2. À l'intention de l'OMPI et aux communicateurs, le directeur général du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, son personnel et les participants remercient le directeur général de l'OMPI à travers son représentant pour l'assistance soutenue dont ils ont été l'objet lors de la préparation et de la tenue de ce séminaire et renouvellent leur souhait de voir toujours à leur côté l'OMPI pour la mise en œuvre des nombreuses réformes initiées par le gouvernement et le Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins au Bénin. Aussi, présentent-ils leurs remerciements à tous les communicateurs pour la clarté de leur intervention. Fait à Cotonou le 18 mai 2017, les participants. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Mesdames et Messieurs les membres du Présidium, Monsieur le représentant du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les participants, distingués invités, chers amis de la presse, nous voici ce jour, jeudi 18 mai 2017, à la fin des travaux du séminaire national sur les enjeux, défis et perspectives du droit d'auteur et des droits voisins au Bénin, que nous avons démarré dans des conditions dont vous vous souvenez tous, le mardi 16 mai 2017. Des comptes rendus réguliers qui m'ont été faits de vos travaux, je note que les participants ont fait montre d'une assiduité remarquable et d'une ponctualité admirable. Les communications de bonne facture qui ont été présentées par les experts, dont la compétence avérée se passe de tout commentaire, ont donné lieu à des débats souvent passionnés. Je sais que le temps vous a même manqué pour aborder en profondeur certains aspects des questions qui vous préoccupent. Bien que devant arrêter vos travaux à 14h30 comme le prévoit le programme du séminaire, vous avez dû faire violence sur vous-même pour ne terminer vos travaux journaliers qu'après 16h30, voire 17h. Vous avez ainsi démontré tout l'intérêt que vous accordez aux notions fondamentales du droit d'auteur et des droits voisins, à la nécessité de leur gestion correcte, à l'amélioration des performances du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, qui passe par la mise en œuvre de mécanismes de gestion adaptés et à l'ouverture de nouvelles sources de perception de redevances du droit d'auteur et des droits voisins. Le rapport qui vient d'être lu résume fort bien l'ambiance de travail de ces 3 jours et votre espérance en un Bubedra nouveau, dont l'action doit véritablement faire des auteurs et des artistes béninois de véritables agents économiques dans la société. Les recommandations qui sont issues de vos travaux traduisent éloquemment cette forte aspiration et conduisent, à mon sens, à une ligne directrice des actions futures du Bubedra. Elles montrent que vos attentes sont grandes et pressantes, mais également tout le soutien que vous portez à l'Organisme national de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins. Je voudrais prendre ici l'engagement que toutes les dispositions seront prises pour que vos recommandations soient traduites dans les faits avec intelligence, méthode et rigueur. Aucun effort ne sera donc épargné pour faire du Bubedra un organisme de défense et de protection effective des intérêts moraux et patrimoniaux de nos artistes et de nos auteurs. Monsieur le Président du Présidium, Madame et Messieurs les membres du Présidium, Monsieur le représentant du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les participants, chers amis de la presse, distingués invités, je m'en voudrais de terminer cette allocution si je ne m'acquittais d'un agréable devoir, celui de dire ma profonde reconnaissance
au travail de qualité effectué par tous les communicateurs qui, m'a-t-on dit, et je l'ai constaté lors de ma visite hier, ont su apporter des réponses appropriées aux préoccupations dont sont porteurs plusieurs participants qui ouvrent, il faut aussi le rappeler, la voie idéale d'un vrai départ de la renaissance de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins dans notre pays. À nos valeureux artistes qui ont pris la mesure des enjeux du présent séminaire et qui ont suivi avec intérêt les communications animées par les experts de l'OMPI, je tiens à exprimer toute ma satisfaction. Un tel comportement ne peut que rassurer sur le caractère commun de la lutte pour l'amélioration de vos conditions d'existence. Le chemin est loin et parsemé d'embûches, mais ensemble, nous y arriverons. J'y crois profondément. L'espoir, donc, reste entièrement permis. À vous, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du Présidium, je dis un grand merci pour le sens du sacerdoce qui vous a guidé pendant tout ce séminaire. Vous avez en effet compris les contraintes, surtout budgétaires, qui sont les nôtres en ce moment, pour ainsi transmettre cet esprit de sacrifice avec lequel vous avez admirablement conduit cette rencontre. Je suis convaincu que ce séminaire, qui s'achève aujourd'hui, marque sans aucun doute un nouveau départ sur la voie des efforts qui sont faits et qui le seront dans la démarche des voies et moyens pour la satisfaction des besoins réels des créateurs de notre pays. Comme le disait Jim Morrison, l'instant est béni, tout le reste est souvenir. C'est sur ces mots de conviction que je déclare clos les travaux du séminaire national sur les enjeux, défis et perspectives du droit d'auteur et des droits voisins au Bénin. Vive le Bénin qui gagne de par sa culture. Vive l'extraordinaire partenariat OMPI-Bubedra. Vive l'entrepreneuriat culturel au service du développement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Grand merci. Oui. On prend le discours. Okay. Je voudrais profiter de cette occasion pour remettre un souvenir à monsieur le représentant du directeur général de l'OMPI. Vous transmettez ce document à monsieur le directeur général en souvenir de votre passage au Bénin pour cette occasion. À vous-même, vous avez un exemplaire pour vous-même. Merci beaucoup. Monsieur Lavieri, monsieur Bédi, Méni, et madame, venez s'il vous plaît. Madame K. Voilà. Un livre en souvenir de votre passage ici et de tous les efforts que vous avez faits pour nous. Merci. Madame, merci pour tout ce que vous avez fait. Et oui, monsieur le PCA Burida. Oui, pas du tout. Voilà, pour vous. Et madame la DG Burida. J'espère que madame vous a bien dit qu'elle est béninoise. Merci. Merci madame. Merci. Merci beaucoup. Oui. Merci. C'est pour moi. Ah, ok. Bon, il vaut mieux. On se retrouve tout à l'heure. Bon, merci. Bon, merci et on se revoit incessamment pour la suite du combat. Merci beaucoup. Inbox, monsieur le ministre.
les acteurs culturels ont souhaité que les conditions logistiques soient améliorées pour les prochaines rencontres. Et ça, là, c'est pas dans le protocole. Et je voudrais m'acquitter de ce devoir parce qu'il y a des fusillades de regard depuis là. Comme je n'ai pas dit ça, quoi. Ok. Oh, mais entendu. Prenez de la paix. Africa, nous allons étonner le monde. Travaillez, prenez de la paix. Africa, nous allons étonner le monde. Garde-vous, leur dit-il, de vendre tout l'héritage qu'on laisse nos